lorsqu'on a lancé les conférences mensuelles, c'était un peu cette approche qu'on voulait viser aussi de temps en temps, c'est de mettre de l'emphase sur les projets de recherche d'un professeur ou d'une professeure, mais également de mettre de l'emphase sur la collaboration qu'il peut avoir avec des étudiants ou le travail que les étudiants peuvent faire en recherche. Donc, aujourd'hui, professeur Sandra Turcotte et Erica Little ont accepté de se prêter au jeu, donc on vous remercie. Je vous rappelle avant de commencer, avant de faire l'introduction de nos personnes aujourd'hui, de juste mettre vos micros sur DIN et de fermer vos caméras pendant la présentation. Et après, il y aura un moment de questions où vous pouvez allumer caméra et micro. Donc, commençons avec professeur Sandra Turcotte, qui est professeure agrégée au département de chimie et de biochimie à l'Université de Moncton et chercheur en résidence à l'Institut Atlantique de recherche sur le cancer. Professeur Turcotte a obtenu son doctorat en biochimie à l'Université de Québec à Montréal, donc à l'UQAM, suivi des stages postdoctoraux, à Stanford, en Californie, et au Centre de recherche du CHUM à Montréal. Son programme de recherche cherche à viser à mieux traiter le cancer du rein en développant des thérapies ciblées. Elle s'intéresse notamment à l'utilisation de petites molécules capables de bloquer des anomalies génétiques fréquentes, ainsi qu'à la compréhension du rôle du système immunitaire et de l'environnement de la tumeur dans la propagation du cancer. Elle a bénéficié d'une chaire de recherche de la Société canadienne de cancer de 2011 à 2025 et d'une bourse pour un nouveau chercheur du programme Crescent 2012 à 2015. Ses travaux de recherche sont supportés par des organismes provinciaux et nationaux, dont les IRSC et la Société de recherche sur le cancer et recherche Nouveau-Brunswick. Pour Mme Erica Little, donc Erica Little est étudiante en troisième année de médecine au Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick. Elle est originaire de Riverview au Nouveau-Brunswick. Au cours de sa formation, elle a développé un intérêt particulier pour l'urologie et l'oncologie et elle s'implique activement en recherche dans ce domaine. Son travail reflète son désir de contribuer à l'avancement des connaissances médicales et d'améliorer les qualités de soins offertes aux patients. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie encore pour votre temps. Je remercie également tous les gens qui participent à cette rencontre. Elle sera enregistrée, donc on pourra la diffuser par la suite. Donc, ceci dit, je vous laisse la parole et on a le plaisir de vous écouter. Merci. Merci beaucoup pour l'introduction. Merci pour l'invitation. En fait, je vais partager mon écran. Je crois que vous voyez ça. Ça va? Oui, on voit bien. OK, merci. Donc, c'est ça. Je vous remercie pour l'invitation qui nous a semblé donc effectivement un peu différente. Puis, ça m'a pris un peu de temps à mettre mes idées en place, donc pour pouvoir concocter un peu cette présentation-là. Erika, elle, a gentiment accepté aussi de se prêter au jeu, puis a préparé toute sa présentation beaucoup plus en avance que moi. Tout était déjà prêt de son côté. Mais c'est quand même intéressant là, donc, de pouvoir faire cette activité-là. Donc, le but de la présentation aujourd'hui, en fait, c'est de mettre en valeur l'expérience des stages d'été en recherche que les étudiants en médecine peuvent venir faire dans le laboratoire, puis aussi d'engager donc certaines discussions là, au sein de la communauté entre la communauté étudiante et scientifique. Puis ça aussi, ça me permet d'introduire en fait la thématique de recherche de notre laboratoire. Puis, ça va permettre à Erika de présenter ses travaux qu'elle a réalisés lors du stage l'été passé, d'environ 5 à 6 semaines. Donc, elle est venue passer dans le laboratoire. Puis, au sein du Centre de formation médicale, au fil des années, j'ai enseigné certains cours APE et APP, mais présentement, je suis plus concentrée en fait sur les cours de recherche. Certains cours, certains étudiants sont moins familiers avec ce principe de cours-là. Moi, je les aime bien parce que je trouve qu'ils sont importants pour les étudiants en médecine pour essayer justement de développer cet esprit-là de questions de recherche, puis d'approfondir comment on développe un projet de recherche. Donc, j'ai commencé au niveau du 166 pour après à faire le cours de deuxième année aussi. Et maintenant, je fais les cours des 3 années depuis les trois groupes là, depuis quelques années. J'ai aussi accueilli 3 stagiaires, donc Michaela Martin,
ça fait déjà quelques années de ça aussi. Elle a pu avoir son nom sur une publication qui est sortie l'année dernière. Il y a Edith qui est venue aussi au laboratoire. On a fait plus un travail au niveau de l'écriture. Et finalement, il y a eu Erika l'année passée qui a participé donc à l'analyse d'échantillons de patients d'une cohorte qu'on reçoit via un collaborateur à Sherbrooke, mais elle va vous expliquer ça un petit peu plus tard. Fait que ceci m'amène en fait à parler un peu de la thématique de recherche là, qui a été mentionnée par Saïd. Donc, notre laboratoire s'intéresse principalement au cancer du rein. On a d'autres orientations, mais disons que la majorité, le plus gros focus du laboratoire est sur le cancer du rein. Donc, je vous ai présenté, je vous montre aussi quelques statistiques, là, mais c'est un des cancers, les 10 types de cancers qu'on dit qui est le plus souvent diagnostiqué, puis dont l'incidence augmente avec l'âge, un peu comme d'autres types de cancers. Il affecte plus les hommes que des femmes, là, même un ratio de 2 pour 1. Puis ça, on le voit encore aujourd'hui, on le voit dans les cohortes. Les patients qu'on recrute, souvent, on obtient encore 2 fois plus d'hommes que de femmes. Puis les taux de survie à 5 ans, en fait, plus qu'ils sont diagnostiqués précocement, donc au stade 1 et 2, on a différentes options thérapeutiques. Puis on a quand même un bon taux de survie. Mais lorsqu'on les détecte à des stades avancés ou lorsque la maladie progresse, en fait, on se trouve aux alentours de 10 à 15 des taux de survie. Donc, on améliore les médicaments, on améliore la façon de diagnostiquer, mais n'empêche qu'on cherche toujours à comprendre comment un patient peut répondre à un médicament alors que l'autre n'y répond pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait au laboratoire? On fait de la recherche fondamentale. On fait aussi de la recherche qu'on essaie d'amener à un stade translationnel. Mais au niveau de la recherche fondamentale, notre but, c'est de comprendre, on dit la biologie, la génétique, c'est la biologie moléculaire, donc ça englobe un peu tout ça, des tumeurs rénales. Au niveau surtout des mutations génétiques, on sait qu'il y a des gènes qui sont inactivés, ou activés, qui sont mutés en fait dans ces tumeurs-là, qui ne le sont pas dans d'autres types de cancers. Donc, ça nous donne peut-être une façon d'approcher autant la biologie que des façons de traiter. Ce qu'on veut, nous, dans le laboratoire, c'est participer ou contribuer peut-être au développement de nouvelles thérapies ciblées ou combinées surtout. On travaille peut-être un peu moins au niveau des biomarqueurs, bien qu'avec notre projet de micro-ARN, ça s'en va un peu par là aussi. Donc, voilà. On s'intéresse principalement, donc, on parle du cancer du rein. Il y a différents types. Principalement, ce qu'on retrouve, c'est ce qu'on appelle des carcinomes rénaux à cellules claires. Donc, 75, même 80 des diagnostics sont des carcinomes rénaux à cellules claires. On a un profil histologique caractéristique de ces tumeurs-là. Donc, on voit la présence de lipides, de glycogène, donc au niveau du profil histologique. C'est surtout comme ça qu'ils sont diagnostiqués. On n'a pas encore vraiment de pathway ou de panel moléculaire pour pouvoir les diagnostiquer. Donc, on est encore beaucoup à la coupe histologique. Donc, c'est un cancer qui se forme à partir des cellules du tube proximal, donc particulièrement pour le carcinome rénal à cellules claires. Et il y a beaucoup de caractéristiques, puis je ne vais pas m'étendre là-dessus. Là, ce n'est pas le but de ma présentation aujourd'hui, mais pour aller plus loin. Donc, c'est des tumeurs qui sont très hétérogènes. Donc, on voit de l'hétérogénéité entre les patients, mais on en voit même au sein de la tumeur du patient. Donc, il y a une évolution de ces tumeurs-là qu'on peut voir ici, une évolution qu'on peut dire en forme d'arbre, qu'on peut appeler, ou branche. Mais il y a un événement qui est commun, qui se produit très tôt au développement, de la vie, ou en fait au niveau à l'âge adulte. C'est donc une inactivation ou la perte de fonction d'un gène qu'on appelle von Hippel-Lindau ou VHL. Donc, ce gène-là est souvent muté dans les cancers du rein. Et c'est ce qui en fait, en tout cas selon nous, une bonne caractéristique, une vulnérabilité donc à ces tumeurs-là qu'on peut essayer d'étudier, qu'on peut essayer de comprendre, puisque par la suite, en fait, beaucoup d'autres mutations vont pouvoir se produire qui vont amener à différents sous-types et donc les approches de traitement deviennent souvent un peu plus compliquées. Qu'est-ce qu'on sait au niveau justement des traitements de ce cancer-là? Dans les années 90, on utilisait beaucoup l'interleukine 2
mais il y avait beaucoup de toxicité, puis il n'y avait pas de la réponse chez tous les patients. Au fil des années, ben justement, les études fondamentales puis de biologie moléculaire ont permis de découvrir la signalisation de ces cancers-là. Puis on a pu découvrir en fait l'implication de certains gènes, dont le gène VHL, mais aussi le gène induit, le facteur induit en hypoxie, donc HIF, qui amène la sécrétion donc de VEGF et de facteurs de croissance importants. Donc, des agents visant les tyrosine kinases ont été approuvés en clinique. Ils sont encore toujours utilisés en clinique, des fois peut-être pas en premier angle d'attaque, peut-être en deuxième, mais ça a été quand même un bon développement au niveau des thérapies ciblées. Puis, plus récemment, ben, on a vu où c'est utilisé, c'était approuvé, donc l'utilisation des immunothérapies. Donc, puisque c'est des tumeurs qui répondent bien à ces agents-là généralement, ça a amélioré quand même, ça l'a pas guéri la maladie, mais ça l'améliore quand même à certains niveaux, donc chez certains patients. Donc, c'est maintenant utilisé pas mal en première ligne de traitement. Et plus récemment, bien, on a vu aussi l'approbation du belzutifan, qui est un agent qui va venir jouer sur les facteurs induits en hypoxie. Nous, au laboratoire, en fait, cette caractéristique-là de VHL, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui nous intéresse, mais j'ai commencé ces études-là au niveau doctoral, mais plus principalement quand j'ai été à Stanford au niveau du postdoc, où on s'est dit, en fait, ben, l'idée derrière ça, c'était de se dire, si on utilise des drogues ou des petites molécules qui vont cibler les cellules qui n'ont pas de VHL, donc qu'on veut les tuer, qu'on veut les éliminer, bien, ça nous permettrait peut-être d'éliminer les cellules cancéreuses et de garder les cellules saines peu endommagées, ce qui pourrait réduire les effets secondaires puis cibler nos thérapies. Donc, c'est avec cette idée-là en tête là, qu'on a testé des nouvelles molécules, là, des petites molécules qui avaient des numéros. Au cours de mon début de postdoc, là, on en a testé 64 000, pas à la main, évidemment. La robotique est venue nous aider avec ça. Fait qu'on a découvert un composé, là, c'est pas très original comme nom, là, mais qu'on appelle le STF 62247, donc Stanford, puis c'était la 62 millième 247 drogues ou petites molécules qu'on testait. Donc, ce qu'on a démontré, en fait, c'est que ces cellules-là qui n'avaient pas de VHL, là, donc on voit dans la courbe orange, la viabilité ou la survie de ces cellules-là était beaucoup diminuée. La molécule rend les cellules toxiques. C'est toxique pour les cellules, alors que les cellules qui avaient donc ce gène-là, VHL, qui était actif, étaient peu touchées ou il n'étaient pas beaucoup touchés par la molécule. Et ça, on l'a vu chez les cellules dans plusieurs modèles, puis on l'a vu aussi dans des modèles de souris où on a été capable donc de diminuer ou de ralentir la progression tumorale lorsqu'on traitait avec la molécule STF. Par la suite, j'ai déménagé ici à Moncton, puis on s'est mis à caractériser un peu le mécanisme d'action de cette molécule-là dans les cellules. On a découvert des processus d'autophagie, des études beaucoup fondamentales qui ont été menées par des étudiantes à la maîtrise, au doctorat, qui ont gradué depuis le temps et qui ont publié au niveau des lysosomes, mais aussi au niveau du métabolisme avec Mathieu, qui ont pu investiguer ça. Mais ce qui est plus intéressant là, dans le cas aujourd'hui, puis qui m'amène au projet, c'est qu'est-ce que cette molécule-là fait lorsqu'elle rentre dans la cellule, sur quelle protéine ou sur quel lipide, sur quoi elle va se lier et qu'est-ce qu'elle fait. Donc ça nous a pris quand même beaucoup de temps à découvrir ça. Ça a l'air simple lorsqu'on pose la question, mais c'était beaucoup de travail. Et on a réussi à trouver que le STF, en fait, il ciblait une kinase, donc une protéine kinase qui s'appelle PIC5, qu'on connaissait très peu. On est toujours tombé à chaque étape sur des affaires qui étaient peu connues, mais quand on est arrivé là, il y avait quand même un peu d'informations. Puis on s'est aperçu que notre drogue, en fait, était capable de se lier à ce composé-là, à cette protéine-là pour inhiber son activité. Donc, on voyait ça in situ, là, sans cellules, mais on a vu aussi que l'activité était inhibée dans les cellules. Puis à la suite de ça, on nous demande toujours est-ce que c'est spécifique à PIC5 ou est-ce qu'il y a d'autres kinases, d'autres protéines qui pourraient être touchées? Bien, on a fait un test sur environ 380 kinases pour montrer là,
qu'en vert, c'est des kinases qui ne sont pas affectées par notre drogue. Donc, la majorité d'entre elles n'étaient pas affectées. On avait à peu près 5-6 là, en rouge ou orange qui étaient peut-être un peu plus affectées. On les a testées indépendamment, mais ça prenait des grandes concentrations pour arriver donc à une même inhibition. Fait que principalement, notre drogue cible PIC5 et on a vu qu'il y avait des agents qui existaient déjà pour cibler cette kinase-là et on les a testés. On observait les mêmes phénotypes, autant au niveau de l'observation des cellules qu'au niveau de la survie. Puis, on a utilisé parmi ceux-ci l'apilimod, qui est un agent en essai clinique. En fait, il avait été en essai clinique un peu plus tôt pour la maladie de Crohn, les maladies inflammatoires, mais les essais n'ont pas porté fruit. Ça a plus ou moins bien fonctionné. Je pense qu'ils ne connaissaient pas tout à fait le mécanisme d'action, eux non plus, de leurs molécules. Par la suite, ils ont démontré que ça ciblait des interleukines, mais aussi PIC5. Et donc là, maintenant, c'est en essai clinique pour des lymphomes. Donc, les projets de recherche qui sont au laboratoire, bien évidemment, sont au niveau moléculaire, les thérapies ciblées. Vous voyez mes pièces de casse-tête. On essaye de mieux comprendre comment ça se passe. On voit aussi nos dernières publications qu'on a pu obtenir au laboratoire, autant au niveau des micro-ARN. Donc, Michaela Martin, qui était venue du Centre de formation médicale au laboratoire, avait quantifié des micro-ARN qui ont fait partie là, de la publication. Puis, mais ce que je vais m'attarder aujourd'hui, c'est vraiment sur le projet en vert, là, caractériser PIC5 comme une nouvelle cible thérapeutique dans le cancer du rein. C'est un projet dont un article est en préparation. Puis c'est un projet qui est amorcé depuis plusieurs années. On a eu du financement des IRSC un petit peu pour ça. Puis on en a eu aussi de l'opportunité du haut. Puis je trouvais ça le fun de pouvoir le mentionner ici parce que ça nous a permis, donc, dans le premier temps, de développer une collaboration avec le docteur Surette, Alexis Surette, lorsqu'il est arrivé ici à Moncton comme pathologiste, pour justement évaluer l'expression de notre PIC5 dans des tissus. Puis par la suite, on a renouvelé donc un duo pour pouvoir aller voir le micro-environnement tumoral. Fait que c'est un peu ça qu'on va parler aujourd'hui. Juste brièvement, là, parce qu'on a besoin pour continuer, mais PIC5 est beaucoup plus compliqué que ce que j'en ai indiqué sur la diapo. C'est une kinase lipidique qui est assez grosse. Là. On parle d'une protéine de 250 kg d'Alton qui est difficile à étudier, en tout cas de notre côté en laboratoire, elle n'est pas évidente à travailler. Puis en plus, c'est une enzyme, là, en fait, qu'on peut voir ici en mauve dans la structure tridimensionnelle qui fait partie d'un complexe. Donc, avec une protéine VAC14 puis une protéine FIC4. Donc, ces trois protéines-là forment un complexe d'échafaudage et ils ont besoin d'être dans une certaine conformation pour pouvoir être actifs. Fait que nous, on travaille principalement maintenant avec ces trois protéines-là. On a essayé, vu qu'il y avait trois protéines dans le complexe, souvent on s'est dit, est-ce que c'est seulement PIC5? Est-ce que c'est juste celle-là ou si c'est tout le complexe? Donc, on a essayé au niveau génétique, là, on a inhibé en fait la kinase PIC5 seulement, puis on a aussi utilisé des ARN interférents pour inhiber tout le complexe. Puis on a pris nos cellules, c'était des cellules humaines qu'on est allé injecter, donc sous-cutanées dans des souris immunodéficientes, puis on est allé suivre la formation des tumeurs. C'est un système qui est inductible, donc si on voulait un système inductible pour permettre justement à la tumeur de commencer à se former, puis ensuite d'être capable d'induire l'inhibition de ces gènes-là pour être capable de suivre donc la progression. Et comme vous pouvez voir sur les courbes, lorsqu'on inhibe PIC5, c'est encore plus prononcé lorsqu'on inhibe le complexe au complet, mais on voit bien une inhibition de la croissance des tumeurs lorsqu'on inhibe ces gènes-là. Donc, qu'est-ce qui arrive au niveau clinique? Ben, en fait, c'est là qu'on a travaillé avec Alexis Surette. Donc, on s'est procuré des tissus de cancer du rein, de clear cell, mais aussi de d'autres types, là. Et puis, on est allé faire des immunohistochimies sur les trois protéines, donc PIC5, VAC14 et FIC4. Puis on a pu bien voir, en fait, une augmentation du niveau de PIC5 lorsque le stade ou le grade de la tumeur augmente. Puis, on est allé voir aussi, on a analysé des courbes de survie de patients. Puis, un fait intéressant, là, il a fallu différencier la population mâle de femelles. Mais on s'est aperçu que les hommes, en fait, qui démontrent une expression basse de PIC5,
ont une moyenne de survie qui est beaucoup plus longue que ceux qui ont une grande expression et on voit que ce phénomène-là est l'inverse chez les femmes. Donc, évidemment, si on ne les différencie pas, les populations, on ne voit aucune différence sur la survie selon qu'on ait une haute ou une basse expression, mais on a pris on a fait l'investigation, puis les hommes avec un grade 3 là, assez avancé, donc de cancer du rein, qui avaient une expression basse. Donc, si on inhibe, on peut penser que si on inhibe avec une drogue l'expression de PIC5, bien peut-être que cette population-là serait plus enclin à avoir une bonne réponse. Là, je vous ai parlé des protéines, mais on s'est aussi demandé qu'est-ce qui se passait au niveau de l'ARN messager. On a utilisé des données qui étaient disponibles en ligne, que beaucoup de monde utilise, là. Puis on voyait des différences selon les cohortes de patients. Et ce qui m'a amené donc à recruter des patients à Sherbrooke, donc en collaboration avec Patrick Richard et Michel Pavic. Donc, au CHU de Sherbrooke, ils nous envoient des tumeurs, on recrute des patients, puis on peut faire certaines analyses. Et là, ben, je vais laisser la parole à Erika parce que c'est pour ça qu'elle est venue au laboratoire. Merci beaucoup. Donc, moi, c'est Erika. Je suis étudiante en médecine au Centre de formation médicale en 3e année. Sandra, tu peux juste peser les prochains, là, les mots devraient venir. Perfect. Parfait, merci. Ça fait que c'est ça. Quand on est en médecine, on a la possibilité pendant l'été de faire des stages en recherche. Ça fait que d'habitude, c'est une durée de 4 à 6 semaines. Moi, c'était à peu près 5 semaines. Vu que j'avais j'ai un intérêt en neurologie, surtout aussi uro-onco, je m'intéressais surtout à la recherche dans le laboratoire à Sandra. J'ai appris à la connaître pendant nos cours de statistique et de recherche, puis c'est là où j'ai pu apprendre un peu plus de qu'est-ce qui se passe dans son lab, la recherche qu'ils font. Puis là, on a créé un lien, puis c'est là où j'ai pu avoir l'opportunité de faire de la recherche dans son laboratoire l'été dernier. De ce qui concerne mon projet, c'est avec moi, c'était vraiment un travail dans le lab avec les tissus, avec les tumeurs. Puis ça, c'était accompagné avec un étudiant au PhD. Moi, j'ai fait mon DSS avant la médecine, puis un an de biochimie. C'était pendant les années de COVID, ça fait que j'avais pas beaucoup d'expérience de laboratoire ou faire des manips, puis ça, mais honnêtement, j'étais très bien entourée dans le lab, puis ça a vraiment bien été, puis c'était une belle expérience de finalement pouvoir avoir l'expérience de travailler dans un lab, puis faire de la recherche. Ça fait que là, juste pour faire une petite introduction, je sais que Sandra l'a introduit aussi, mais juste une introduction sur un peu plus PIC5, puis un peu plus la partie de mon projet. Ça fait que notre but, c'était d'étudier l'expression de la kinase PIC5 dans le carcinome rénal. Donc, la kinase PIC5 régule le flux d'autophagie ainsi que les fonctions de lysosome. Ça fait que le recyclage des déchets de la cellule. Puis là, en inhibant la kinase, les processus sont inhibés, qui peut contribuer à ralentir la progression des carcinomes rénaux, donc les tumeurs. Puis il y a aussi un certain potentiel d'augmenter la réponse positive au traitement d'immunothérapie chez certains patients. Donc, c'est définitivement une kinase intéressante à étudier. Puis, voilà la prochaine diapo. Ça fait que pour la cohorte de patients que pour mon expérience, ça fait qu'on a eu 10 patients qui ont été atteints d'un cancer rénal à cellule claire, puis ont eu une néphrectomie. Ça fait qu'ensuite de ça, on a pu recevoir un échantillon de tissu sain, tissu malin, ainsi que plasma pour chaque patient. Puis là, avec ça, on avait 2 objectifs. Donc, premièrement, extraire l'ARN des tissus sains et malins. Puis là, ensuite de ça, quantifier l'expression de la kinase PIC5, FIC4 et VAC14. Donc, comme Sandra avait mentionné, c'est tout un complexe avec les 3. Ça fait qu'on a quantifié l'expression des 3, même si on s'intéresse un peu plus à PIC5. Donc, pour les grandes lignes de mon protocole, ça fait qu'on a vraiment débuté avec les tissus de tumeurs et ainsi du tissu sain pour chaque patient. Ensuite de ça, il y a eu les étapes pour le broyer pour vraiment isoler la reine, les phases de séparation. Après, avec la membrane, on a pu isoler pour vraiment seulement avoir la reine pure. Ensuite de ça, avec la transcriptase inverse, l'ADN, puis là, pour notre dernier objectif de pouvoir faire la qPCR afin de quantifier l'expression de nos gènes. Ça fait que le résultat de notre objectif 1, puis ça c'était quantifié, de pouvoir isoler l'ARN. Ça fait qu'on a ici dans le tableau qui est que du rouge, on a nos 20 échantillons. Ça fait que 2 échantillons par patient.
leur tissu sain et leur tumeur. Puis là, on voit qu'il y en a 6 ici qui sont rouges. Donc, la quantité d'ARN n'était pas adéquate. Ça fait que là, on a dû refaire l'extraction avec ces 6 échantillons-là pour là, ensuite les reconcentrer. Puis là, on a pu avoir des concentrations qui étaient plus adéquates. Donc, ça, c'était pour notre objectif 1. Ensuite, objectif 2 qui était ensuite de quantifier l'ARN, quantifier l'expression de l'ARN. On a fait des groupes de dilution, premièrement, pour voir l'efficacité de nos primers. Ça fait que là, on a utilisé des gènes de normalisation, HPRT1, puis RPLPO. On avait vu une meilleure efficacité avec ce gène ici versus le HPRT1 qui était proche du 110, qui est comme le cutoff. Puis ça, c'était nos gènes de normalisation qui ont été utilisés. Puis là, ensuite, on voit les courbes d'efficacité pour nos gènes. Donc, notre FIG4, PIC5, VAC14. Donc, notre FIG4, on a une efficacité de 105. Ensuite, PIC5, 103. Notre VAC14, on a une efficacité de 133. Donc, on n'a pas utilisé le VAC14 pour les prochaines étapes pour finir notre objectif 2, juste parce qu'il y avait possiblement une contamination, une erreur de manique, quelque chose qui aurait arrivé qui fait en sorte que c'était un peu plus haut. Donc, on l'a laissé. Pour les prochaines étapes, on ne l'a pas utilisé. Puis là, pour l'étape finale, donc ça, c'est notre résultat, notre objectif 2 par qPCR. Ça fait que là, on a notre PIC5 et notre FIG4. Puis là, on a mis sur 2 différents graphes juste pour pouvoir mieux les visualiser. Puis c'est ça, notre PIC5, on a eu une valeur de 0,8. Puis là, notre FIG4, 0,34. Donc, ce n'est pas des valeurs statistiquement significatives. Par contre, on a seulement un échantillon de 10, donc c'est pas une grosse cohorte. Mais heureusement, on avait des patients d'une autre cohorte qu'on a pu ajouter. Ça fait que si on va à la prochaine diapo, on a ajouté une deuxième cohorte de patients. Puis là, je pense qu'on avait un total d'une vingtaine de patients. Puis là, on voit que pour PIC5, on a un résultat de 0,37, puis ensuite FIG4 de 0,08. Donc, évidemment, ce qu'on aurait des plus grosses cohortes, ça serait l'idéal, mais on voit que les résultats sont un peu meilleurs quand on ajoute plus de patients. OK. Merci, Erika. Donc, en fait, les résultats obtenus ne nous montrent pas vraiment de différence significative là, au niveau de l'ARN messager, puis ça confirme un peu ce qu'on voyait avec d'autres analyses qu'on trouvait en ligne. C'est vraiment au niveau des protéines, puis ce sont des kinases donc, ou une phosphatase. Donc, c'est vraiment un processus. On pense que ça varie plus au niveau protéique, de l'expression protéique qu'au niveau de l'expression de l'ARN messager. Fait qu'on a pu quand même corroborer quelque chose qu'on voyait dans la littérature, pas nécessairement dans la littérature, mais dans nos analyses des bases de données, avec l'aide de notre propre cohorte de patients. Et maintenant, ben, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on poursuit ce projet-là là, qu'on veut publier bientôt. Je pense qu'on a accumulé assez de données au fil des années là, pour essayer de démontrer le lien entre notre molécule et l'inhibition de PIC5. Mais maintenant, on veut continuer d'avancer. Puis comme on le sait bien, ben, les tumeurs, que ce soit les tumeurs au niveau du rein ou d'autres organes, ben, ces tumeurs-là sont les cellules, il n'y a pas juste des cellules cancéreuses qui en font partie, il y a beaucoup de cellules endothéliales ou encore de cellules immunitaires. Donc, on s'intéresse au micro-environnement immunitaire des CCRCC. Donc, principalement, nous, on étudie les macrophages parce qu'ils en font beaucoup partie, ils ont un impact important au niveau de la croissance tumorale. Fait qu'on veut voir si notre molécule va venir affecter les macrophages qui sont présents dans la tumeur, puis est-ce qu'elle aura un effet sur les cellules immunitaires normales aussi. Fait que ça serait quand même important de pouvoir déterminer ça. Puis aussi, ben, on veut combiner un peu avec l'immunothérapie, un peu comme l'a mentionné Erika, là, la kinase PIC5 a été montrée en traitement combiné, donc pour pouvoir améliorer les traitements immunitaires. Donc, on veut combiner notre STF avec un PD-1 inhibiteur, par exemple, pour aller évaluer l'efficacité. Et ça, on va faire ça dans des modèles de souris, premièrement, en utilisant soit des cellules de souris de cancer du rein qu'on va mettre qu'on va pouvoir étudier dans des souris immunocompétentes. Ça va être notre première étape. Mais on veut aussi, avec notre duo qu'on a obtenu, le deuxième, le dernier duo, donc être capable de recruter des patients ici
à Georges Dumont, donc pour pouvoir isoler des cellules immunitaires, donc à partir de plasma ou d'une prise de sang, pour pouvoir isoler justement les cellules T, puis les mettre en contact avec des cellules cancéreuses rénales et voir la réponse de notre drogue. Donc ça, c'est dans nos prochains objectifs. On le fait avec des donneurs sains. Puis, mais on vise à établir ça ici à Georges Dumont parce que c'est plus compliqué là, de travailler avec des gens à l'extérieur quand c'est le temps de faire l'analyse des cellules immunitaires. Fait que ce qu'on fait, c'est que notre but, c'est justement donc de former des microtumeurs. Donc, nos cellules cancéreuses rénales que vous voyez ici sont formées, une forme des microtumeurs, sont en 3 dimensions. Puis on veut pouvoir aller mettre des cellules immunitaires qu'on a marquées en rouge. Là, nos cellules cancéreuses sont vertes. Fait être capable de localiser ça puis voir leur effet. Fait que c'est juste pour vous donner un aperçu de qu'est-ce qui s'en vient. Donc, pour nous, souvent, ça peut aussi donner de l'intérêt, générer de l'intérêt auprès de futurs étudiants. Donc, Irika, je te relaisse la parole. OK, parfait. Ça fait que là, je voulais juste faire aussi parler un petit peu du côté clinique du cancer rénal. Ça fait que le cancer du rein est souvent asymptomatique, malheureusement jusqu'au stade avancé. Il y a une triade classique que certains patients vont avoir, à peu près 10 à 30%. L'hématurie, masse à la loge rénale, puis la douleur au flanc ou au dos. Puis évidemment, au point où ils ont les symptômes, puis la douleur au dos, puis une masse, c'est rendu que la tumeur a progressé, puis c'est rendu à un stade plus avancé. Souvent, le diagnostic se fait dans la soixantaine, 65, 75 ans. Plus souvent, c'est les hommes, donc 2 hommes pour une femme. Puis à peu près 75% va être du cancer du rein, ça va être un carcinome en cellules claires. Aussi, comme on avait mentionné plus tôt, souvent il y a une mutation du VHL, donc un gène suppresseur des tumeurs, qui va faire en sorte qu'il va y avoir une accumulation de l'hypoxie, qui va ensuite augmenter l'expression de VEGF, qui va causer de l'angiogénèse, puis qui va contribuer à la croissance de la tumeur. Puis aussi, quelque chose d'intéressant avec le cancer du rein, c'est que souvent, la tumeur va croître puis va infiltrer le sinus rénal. Ensuite, ça va aller dans les veines rénales. Puis là, une fois que c'est rendu dans la veine rénale, ben, la veine grave, c'est là où ça va se propager facilement pour faire les métastases, souvent au niveau des poumons, les os, le cerveau, le foie. Donc, c'est ça. Puis, juste pour faire un petit clin d'œil sur mon stage de recherche, donc j'avais vraiment aimé mon expérience. C'était vraiment un beau stage. J'ai vraiment apprécié aussi de juste apprendre comment ça fonctionne dans un lab. Ça fait qu'à chaque semaine au lab, il y avait des rencontres hebdomadaires où, dépendamment de la semaine, il y avait quelqu'un du lab qui présente ses résultats, sa recherche. Donc, j'ai pu participer aux rencontres-là tout au long de mon stage. Puis là, ensuite, à ma dernière semaine de stage, j'ai pu présenter mon projet, mes résultats à l'équipe du lab. J'ai aussi eu la chance d'assister à la présentation de thèse d'un étudiant au PhD. Donc, pendant que j'étais là, il était en train d'écrire sa thèse, faire les finalisations. Puis là, j'ai pu assister à sa présentation à la fin du stage. Puis, en général, c'est vraiment une belle expérience. Il y avait plusieurs opportunités d'apprentissage. Puis, j'ai vraiment apprécié mon stage. Puis, pour conclure, c'est ça, c'était vraiment une belle expérience de collaboration. Ça a permis de créer des liens, des expériences enrichissantes, surtout du fait que j'avais plus ou moins eu d'expérience comme ça au niveau de mes études avant la médecine. Ça fait que c'était vraiment fun de pouvoir avoir l'expérience. Il y a plusieurs opportunités qui en découlent. Donc, des opportunités de faire des publications, des projets futurs. Ça peut aussi démontrer des nouveaux intérêts. La recherche est évidemment une composante vraiment importante dans le domaine de la médecine. Ça fait que c'était important pour moi de pouvoir contribuer puis voir comment l'autre côté fonctionne en recherche, comment les chercheuses puis les chercheurs font. Participer à l'avancement du monde médical. Puis, comme j'ai mentionné, c'est ça, c'était une excellente introduction à la recherche. Ça peut vraiment me sensibiliser à l'importance de la recherche et de la collaboration. Je pense que c'est important, étant futur médecin, de pouvoir garder ça en tête puis de faire des liens pour pouvoir collaborer plus tard lorsque j'aurai ma propre pratique. Arrivé. Donc voilà, ça met on arrive à la fin de notre présentation, là. Je voulais juste quand même mettre cette diapo de remerciement parce que tout ça, le travail que j'ai présenté ne se fait pas tout seul. Fait qu'il y a des membres passés, présents au laboratoire, des stagiaires qui ont passé, qui ont contribué de façon importante à ce travail-là. Pendant que moi, je parfois fais autre chose, ben, eux travaillent au laboratoire. Donc, c'est
c'est un plaisir de pouvoir travailler avec eux, ainsi que nos collaborateurs, autant à Sherbrooke qu'ici dans les environs, puis aussi le soutien financier. Donc, ça va nous faire plaisir de répondre à quelques questions. Je n'empêche que je vais départager mon écran pour essayer de pouvoir voir quelque chose. Excellent. Merci, Erika. Merci, professeur Turcotte, pour cette belle présentation et vraiment de mettre de l'emphase, l'importance des stages d'été, que ce soit pour l'étudiant ou pour le précepteur. Donc là, j'ouvre le tout. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, allumez votre caméra et votre micro, si possible, et je vous laisse. Donc la première, je vois que Julie a déjà une question à poser. Donc, vas-y, Julie. Bien sûr. Merci beaucoup pour la présentation. Je suis vraiment contente d'avoir fait ce format ici avec l'étudiante et la préceptrice. Je pense que c'est à refaire. J'ai trouvé ça intéressant d'avoir les deux qui parlaient un peu des mêmes sujets. Mais ma question, c'est pour vous, professeur Turcotte, par rapport à, tu sais, je sais qu'il y a des cliniciens qui, des fois, se posent la question par où commencer pour faire de la recherche. Puis souvent, nous, au Centre de formation médicale, on les dit comment c'est utile d'inclure les étudiants. C'est souvent par les projets comme les stages de recherche qu'on bénéficie du soutien du gouvernement pour ça, c'est sûr. Mais je voulais voir comme une perspective, tu sais, parce que étant chercheuse, tu sais, hautement établie, c'est normal pour toi d'aller chercher des étudiants puis de faire des liens et tout ça, puis peut-être que non. Puis voilà ma question, jusqu'à quel point le fardeau d'inclure les étudiants versus l'utilité, comment vous gérez tout ça? Puis, je ne sais pas si on a plusieurs cliniciens ou d'autres chercheurs sur l'appel, mais je suis curieuse de votre expérience par rapport à ça, là. Bien, c'est pas évident, là. Qu'on soit, en tout cas, de mon côté non plus, c'est pas toujours évident de les introduire parce que souvent, ils vont nous approcher pour 4 semaines, mais en 4 semaines, il n'y a pas grand-chose qu'ils vont être capables d'accomplir parce qu'il faut quand même les former. Et il y a une période de formation. Fait qu'il faut vraiment toucher, en tout cas de mon côté, les 6 semaines, là, parce que c'est vraiment à la fin que ça commence à débloquer. Puis je pense que ça, c'est important. Puis au début, je voyais l'opportunité passer avec le centre de formation médicale, justement, tu sais, pour avoir des étudiants pendant l'été, mais j'avais pas de projet qui était adaptable, disons, pour une courte période de temps, de 4 à 6 semaines, si j'inclus la formation. Fait que ça m'a pris du temps un peu, puis à patauger un peu, à me dire, bien, je dois quand même être capable de trouver quelque chose, juste une petite expérience. Puis il faut aussi que ça les intéresse, là. La recherche fondamentale, des fois, pour les étudiants en médecine, c'est pertinent, c'est toujours pertinent, mais c'est des projets d'envergure ou sinon, c'est moins lié à ce qu'ils étudient. Fait que, selon moi, c'est le fun quand on est capable de trouver un petit volet. Pour moi, ici, c'était facile. Là, quand j'ai commencé à obtenir des échantillons de patients, je me suis dit, ah, ça ferait une belle occasion pour un étudiant en médecine, au moins de pouvoir venir quantifier quelque chose qui pourrait, dans le cas de Michaela, c'était plus un micro-ARN pour devenir comme biomarqueur. Dans ce cas-ci, c'est vraiment un niveau d'expression qu'on espère peut-être devenir un genre de cible thérapeutique. Fait qu'au moins de comprendre puis de savoir les manips par rapport à ça. Est-ce que c'est facile? Pas toujours. Mais là, maintenant, j'avais des étudiants assez avancés là, au doctorat qui permettaient justement de bien former les étudiants. Mais quand ils viennent, ils veulent apprendre, puis c'est le fun de les voir. Là, la première semaine, tout est en ordre, les formations de sécurité, de biosécurité, puis de lecture de projet, là, ça se fait quand même assez facilement, ça va bien. Fait que d'aller voir au lab à chaque jour. Puis je pense que c'est une réalisation de leur côté aussi, là, de voir que c'est pas à la fin de la journée que tu as nécessairement une réponse d'expérience, puis que ça prend un peu plus de temps avant d'accumuler des résultats. Fait que je pense que des deux côtés, c'est un apprentissage. Parfait, merci. Merci, Julie. Là, je vois le professeur Bélanger à sa main levée. Oui, Erika, Sandra, merci pour la présentation. C'était vraiment intéressant. J'aimais ça d'entendre parler sur quoi vous avez travaillé récemment, là.
des belles avancées qui peuvent être faites par rapport à ça. La question est un petit peu dirigée vers les deux, là, puis ça peut être une réponse vraiment simple. Sandra, j'étais vraiment curieux là, de voir l'effet de sexe là, qui était hyper différent par rapport à la réponse à différentes interventions. Puis ça m'amène au résultat d'Erika qui montre des grandes variations dans l'expression de l'enzyme PIC5. Là. Euh, on n'a pas entendu parler. Est-ce que c'était tous des candidats ou des patients qui étaient de sexe masculin ou féminin? Y a-t-il de la variation là-dedans? Ça peut être lié un peu au résultat que Sandra a présenté plus tôt? Puis sinon, ben, y a-t-il un potentiel là-dedans que l'intervention soit vraiment, il faut la manipuler, là? Je sais qu'on n'est pas rendu à la thérapie encore, là, mais est-ce qu'on devrait juste étudier les deux sexes séparément, là? Erika, as-tu vu quelque chose dans tes données par rapport au sexe? Est-ce que tu as eu l'opportunité de vérifier ça? Honnêtement, un peu plus que ça. Puis je me rappelle plus les échantillons qu'on avait, c'est qu'on connaissait le sexe des patients. On Oui, l'avait? on a vérifié par la suite. Puis on avait le sexe, mais on n'a pas été capable de voir de différence entre les hommes et les femmes. Puis même avec les bases de données en ligne, j'ai demandé à mon étudiant de vérifier selon l'âge, selon le sexe, selon le stade de la tumeur. Je pense qu'il était un peu tanné de mes 50 000 questions, mais malheureusement, mais c'est un peu surprenant. On ne voit pas vraiment de différence au niveau de l'expression. On voit dans les tumeurs, mais on voit que les hommes et les femmes, selon leur niveau d'expression, eux autres, ont un taux de survie qui est différent. Fait que c'est quelque chose qui est important de garder en tête, surtout qu'il y a 2 fois plus d'hommes que de femmes qui sont atteints. Puis voir s'il n'y aurait pas quelque chose d'autre, un gène ou une autre protéine qui est assemblée à ça qui pourrait avoir une différence. Fait que ça va nous demander un peu plus d'investigation, par exemple, mais là, on l'a pas gardé en tête là, parce au niveau des cellules, on a pensé à nos souris quand on le fait, voir si ça pourrait devenir un facteur. Fait que là, on se pose la question là-dessus. OK, merci. Ouais, c'est ça, je dois être curieux éventuellement de comprendre pourquoi il y a une si grande variation dans les résultats que Erika a présentés là, par rapport à l'expression dans les cellules tumorales là, du PAC5. Merci. Merci, Mathieu. Pierre O'Brien. Oui, allô. Merci pour la présentation, c'était très bien. Fait que c'est une question plus pour le professeur Turcotte, c'est juste plus pathophysiologie. Là. Je me demande si de ce que j'ai compris, le PIC5 a été découvert de façon plus fortuite là, en train d'étudier le mécanisme d'action de la molécule. Est-ce qu'on en connaît un peu plus sur le rôle biologie cellulaire de PIC5, qui nous permettrait d'anticiper un peu la toxicité, là. Par exemple, en clinique, on inhibe HIF2, puis on cause de l'anémie puis l'hypoxie. On inhibe VEGF, on cause des saignements, puis pour guérison, ainsi de suite. Fait que ça serait juste pour anticiper la toxicité. Oui, bien, on sait un peu qu'est-ce que ça fait au niveau cellulaire parce que ça bloque le processus de dégradation puis une grosse accumulation de lysosomes. Fait que la cellule, à un moment donné, a de la misère à fonctionner puis elle finit par mourir, mais on n'a pas encore vu, par exemple, de tests ou de marqueurs spécifiques qu'on pourrait mesurer dans un point de vue clinique, là. Je pense pas qu'il y en ait vu. En tout cas, à ma connaissance, il y en a peut-être, là, mais à ma connaissance, dans la littérature, par rapport, que ce soit quand c'était testé au cancer du pancréas ou dans la leucémie, je ne suis pas certaine qu'on a un phénomène clinique qu'on est capable ou un marqueur qu'on est capable de suivre. Mais il y a beaucoup de monde, là, ça commence à être. Au début, on ne voyait pas beaucoup de choses, mais ça devient compétitif. All right, guys, quick math. $2,000 divided by 8. $2,500. What? I thought we How long only ago? had that was for the entire season. We- Yeah, what if that-
Je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait laissé son micro allumé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires pour nos intervenants aujourd'hui? Si vous me permettez, peut-être une dernière question ou une question, plus vers Erika, peut-être. Erika, Julie a posé la question à la professeure Turcotte sur comment elle trouve ça, travailler avec des étudiants, les stratégies. Toi, comme étudiante en médecine, parce que là, j'ai vu qu'il y a quelques étudiants qui sont sur l'appel. Toi, comme étudiante en médecine, comment tu as fait pour dire, OK, ben moi, c'est là que je veux aller, puis c'est ça que j'ai envie de faire, puis c'est ce genre de recherche-là qui m'intéresse. Est-ce que c'est parce que tu as eu professeur Turcotte dans tes cours? Est-ce que c'est un intérêt que tu as vu, puis ça a passé, puis tu l'as eu? Comment tu as fait pour te diriger vers cette opportunité? Yeah, so, comme j'avais mentionné, j'ai un intérêt pour poursuivre une résidence en neurologie. Ça fait quand ce que je pensais à faire de la recherche, c'était surtout dans le domaine-là, cancer du rein, vessie, prostate. Puis là, à travers du cours de recherche, j'ai pu apprendre à connaître professeur Turcotte puis ses intérêts de recherche. Ça fait que c'est plus là où le lien s'est fait. Puis je me rappelle aussi quand c'était à peu près le temps ici de l'année passée, puis les offres de stage d'été sortaient, il y en avait plus ou moins qui étaient comme dans ces domaines de recherche-là. Ça fait que c'est ce temps-là que j'ai décidé de demander si que ça serait une possibilité de pouvoir le faire à son lab. Donc, définitivement, moi, c'était plus à travers des cours, puis d'apprendre à propos de sa recherche, puis ce qui se passe dans son laboratoire. Puis c'est comme ça que j'ai fait la connexion. Super. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que d'autres interventions pour aujourd'hui? Gone once, gone twice, sold. Ben écoutez, la présentation est enregistrée, elle sera en ligne pour les gens qui l'ont loupé ou que les gens qui veulent la réécouter, mais j'aimerais juste vous dire à tous les deux merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci pour la belle présentation sur vos travaux de recherche, mais également sur tout ce que ça prend pour avoir une relation, une dynamique entre un professeur et un étudiant et qu'est-ce que ça peut mener par la suite. Donc ça, c'est un exemple très concret. Erika, tu as mentionné les stages d'été. On vient tout juste de terminer les stages d'été ou le jumelage des stages d'été pour cette année. Et on est au-delà d'une trentaine d'étudiants qui sont jumelés en première, deuxième année avec des milieux de stage. Donc, je dis merci aux étudiants pour vous prêter au jeu, pour votre curiosité, parce que c'est pas toujours évident de faire des stages en première, deuxième, surtout si vous n'avez pas beaucoup de temps de vacances. Puis là, c'est ça, vos vacances, c'est des stages de recherche ou des stages cliniques. Mais je dis aussi merci à tous les profs, tous les milieux de stage qui accueillent des étudiants pendant l'été. Parce que sans vous, c'est certain qu'on ne serait pas capable d'offrir cette expertise-là ou cette expérience-là à nos étudiants qui servent vraiment beaucoup, comme on peut le voir aujourd'hui avec Erika, et il y a sûrement d'autres cas dans leur formation en médecine. Donc, merci beaucoup à tous. Encore une fois, Sandra, Erika, merci beaucoup. La prochaine conférence mensuelle aura lieu au mois de mai. Ce sera la dernière de l'année. Je ne vais pas vous donner le nom de la personne, mais vous devrez la voir très bientôt. Et sur ce, je vous dis merci beaucoup et je vous souhaite une belle fin de journée à tous. Merci. Merci. Merci.